Je suis en compagnie aujourd'hui d'Angélique Gérard. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Delphine. Alors vous êtes, je vais citer plusieurs casquettes, conférencière, business angel, vous êtes dans le top 5 des femmes d'ailleurs, business angel française 2017 des Échos et de Forbes. Vous avez rejoint le conseil de surveillance d'Europecar en 2015 parce que vous siégez au sein de nombreux comités exécutifs, aussi au comité d'exécutif d'Iliade dont vous avez... Je n'y siège plus. Ah, vous n'y siégez plus. Non, alors, je n'y siège plus. D'accord, pardon. Mais vous êtes conseillère spéciale. J'ai été au COMEX pendant 22 ans. Voilà, vous avez été au COMEX pendant 22 ans. Vous avez pris en main toute la partie SAV hotline de Free, qui n'est pas une mince affaire et qui est un secteur au départ très masculin. Mais vous nous dites pourtant que ce réveil du féminisme que aujourd'hui vous explorez plus profondément, je vais citer aussi votre livre, vous êtes l'auteur de La fin du sexisme, le féminisme à l'ère post-MeToo, paru chez Erol. Vous dites que ce réveil du féminisme, il vous est arrivé assez tard. Ah mais complètement en fait, c'est un cheminement qui s'est fait par étapes. Et peut-être parce qu'on a une fausse image du féminisme en fait. La réalité c'est ça, c'est qu'on imagine ces amazones guerrières, ces castratrices d'hommes, et on a du mal à coller à ça. Évidemment, moi je travaille dans un univers techno-masculin depuis plus de 20 ans, j'aime travailler avec les hommes, donc c'est pas tout à fait le regard que je porte. Qu'on soit dans ce milieu, on se dit où est le problème finalement, puisque moi j'y suis. Totalement, et puis on a tendance à se mêler dans la masse, on n'en fait jamais réellement partie quand même, hein. Donc c'est toujours difficile de rentrer dans la meute. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, en fait, pour témoigner, pour décoder peut-être certaines situations aux femmes, aux jeunes femmes qui arrivent dans le monde du travail. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a encore un problème culturel très fort dans nos entreprises. Ouais. Et parfois, des remarques, des réflexions, des choses qui peuvent être... c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Et c'est aussi pour ça qu'on célèbre cette journée, pour faire prendre conscience. Et donc, c'était un peu pour transmettre et décoder ces situations. Moi, j'ai eu du mal à les décoder. Je suis rentrée dans des rapports de force. Parfois j'ai rougi, parfois j'ai pleuré. Et en fait, on peut traiter ça autrement. Mais il faut l'apprendre. Et je pense que c'est notre responsabilité aussi, à nous les femmes, d'arriver à nous former. Les hommes ont une responsabilité sur le sujet, c'est de comprendre que ce n'est plus possible. Mais nous, les femmes, quand c'est pas le cas, eh bien, on doit savoir réagir et correctement. Donc vous fondez la STEM Academy qui a pour vocation à former tout le monde dans les métiers du numérique, mais avec un prisme quand même important sur la mixité. Oui, absolument. Et même un parti pris, je dirais, sur la partie no-code, low-code, puisque le parti pris, c'est pendant 2 ans de former exclusivement des femmes sur le no-code et le low-code. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, il manque à peu près 10 000 applis en France. Donc, il y a un terrain de jeu assez vaste pour celle et celui qui veut finalement faire une reconversion et aller vers ces emplois de demain, ces emplois du numérique. Et donc pourquoi ? Parce que 80% en fait des emplois qui sont menacés à horizon 2030 sont occupés par des femmes. Quand on regarde ça au niveau mondial, c'est 375 millions d'emplois au niveau mondial, de hommes-femmes, mais c'est 21% d'agents d'entretien. Et on sait que les femmes sont majoritaires dans ce type de secteur. Et c'est tout à fait possible d'imaginer une femme issue de la diversité, 50 ans, passer derrière son clavier de caisse, puisque les caisses deviennent un peu toutes automatiques aussi, ou laisser son balai pour effectivement passer derrière un clavier d'ordinateur et pouvoir créer une appli, un site web grâce au no-code, parce que le no-code, c'est très inclusif, justement. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ces formations, elles sont totalement à distance. Vous voulez travailler aussi avec ces nouveaux outils du numérique. Ça veut dire qu'il y a un petit prérequis quand même pour y accéder. Oui, c'est vrai. Déjà, il faut avoir une connexion Internet. Oui. On sait qu'il y a encore quelques inégalités aujourd'hui en France sur le sujet. Il faut effectivement maîtriser le clavier. Et puis, il y a la maîtrise de la langue française. Et parfois, en no-code, il y a aussi l'anglais. Oui. Mais on travaille sur ces sujets pour rendre ça le plus accessible possible. On a une offre également pour un public handicapé. Donc, on est un organisme ESS, économie sociale et solidaire, ce qui veut dire que tous les bénéfices sont réinjectés en faveur d'actions sociales et solidaires. Donc, ça nous tient
tient à cœur. Et moi, je suis absolument convaincue que les femmes sont le plus grand gisier inexploité de talents au monde. Et donc, c'est important de pousser dans nos entreprises, mais aussi d'accompagner les demandeuses d'emploi. Donc, on peut apprendre à créer des applications. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Eh bien, on a également des formations sur la cybersécurité. Vous le savez, comme moi, vous avez reçu beaucoup d'invités sur le sujet pour parler. C'est un fléau, la cybercriminalité. Et donc, on cherche des compétences. Et on cherche des compétences. Et il n'y en a pas tant que ça. Et il faut se former. C'est-à-dire que même quand on est formé à ces sujets, il faut continuer à se former parce que ça évolue très, très vite. Et donc, si on veut effectivement répondre à sa mission, ça passe par la formation en continu. Donc, on a des formations en cybersécurité, donc savoir appréhender l'environnement du hacking, savoir faire un audit des risques, comprendre le fonctionnement des systèmes d'information, qui sont des formations mixtes, et ça c'est génial en cybersécurité, c'est qu'effectivement tout est possible à distance. Et puis on a quand même un défi de double transition en France, mais partout dans le monde, qui est le défi de cette transition numérique et cette transition environnementale. Et c'est possible grâce à la data, et il nous manque énormément de data scientists et data analystes, et donc nous allons également former sur ces sujets. Avec un petit côté très innovant, c'est que dans les modules tech, on ne trouve pas en fait, quand vous faites de la tech, vous faites de la tech. Oui. Point. Et donc nous, on souhaite, en tous les cas dans tous nos modules, on a des modules sur les soft skills, et donc pour travailler son intelligence émotionnelle. Donc faire de la cybersécurité et de la data, c'est bien, mais pas travailler l'ensemble, et notamment les soft skills qui viennent accompagner la prise de décision, une analyse qui peut être parfois différente. Eh bien pour nous, c'est super important parce que ça évite notamment peut-être de reproduire certains biais. Reproduire des biais, être plus inclusif dans ses recrutements quand demain on sera manager peut-être d'une entreprise de la tech. Et puis aussi savoir parler à tous les métiers, parce qu'aujourd'hui la tech est complètement en prise avec les transformations de l'entreprise. Elle est transverse. C'est plus un métier à part. Dans son coin. Alors pour revenir au sujet des femmes dans les filières du numérique et de la tech, je disais en introduction dans le sommaire que on en parle beaucoup, on a vraiment une exposition importante sur ce sujet. Et pourtant, quand on découvre les études, on en a encore une nouvelle qui est sortie du BCG avec Sista sur French Tech 120, où on nous dit qu'on est encore mais très loin de la parité. En novembre 2022, on comptait seulement 7 femmes CEO parmi les 120 startups françaises les plus performantes, donc ce French Tech 120. Je ne vais pas vous lister tous les chiffres, mais même dans le Web 3, c'est-à-dire que sur ces marchés, ces nouveaux secteurs émergents, c'est le même problème. On trouve très peu de femmes fondatrices. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer sur cette question ? Alors qu'il y a beaucoup aussi d'initiatives, d'associations qui soutiennent les femmes dans la tech. Il y a beaucoup d'associations, il y a de très belles actions, et tout ce qui se passe depuis une vingtaine d'années est assez heureux, mais effectivement, ça ne décolle pas. Donc, en fait, le vrai sujet, selon moi, c'est l'éducation. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai quelques chiffres. C'est le Conseil d'analyse économique qui a en fin d'année, publié, en fait, un rapport qui est extrêmement intéressant. On le sait, la France, en fait, s'est toujours distinguée par ses artistes, ses intellectuels, ses scientifiques, ce qui lui a permis de rayonner économiquement, culturellement, à travers le monde. Et malgré finalement une population assez peu nombreuse au regard de l'échelle mondiale et un territoire assez peu étendu. Et en fait, il faut prendre garde à ça, c'est un peu ce que le rapport nous dit, parce qu'on pourrait bien finalement perdre aussi, nous, notre place de grande puissance. On est, je crois, classé 6e de mémoire. Oui. Et alors pourquoi ? Parce que en fait, la productivité française, se dégrade depuis une vingtaine d'années quand on la compare à l'Allemagne ou aux États-Unis. Et le Conseil d'analyse nous dit que ça touche la majorité des secteurs en France et des entreprises, et ça constitue un enjeu macroéconomique de 140 milliards d'euros de PIB. Et quel est le principal sujet, en tous les cas les principaux leviers que l'on peut activer aujourd'hui en France ? C'est notamment l'éducation et le développement de compétences socio-comportementales et mathématiques. Et donc, effectivement, on voit que ce sont des leviers extrêmement puissants, qu'il faut prendre le problème à la racine. Donc, ça veut dire que ça va prendre du temps aussi, si on ça prend énormément de temps. Reprend le sujet depuis le tout début de l'éducation des enfants. Ouais. Absolument, mais il faut le faire, et c'est presque urgent.
Donc on a besoin, pourquoi on a si peu de femmes dans les filières scientifiques et technologiques? Donc déjà, on a des environnements masculins, et donc ça n'attire pas les jeunes femmes. Si on prend les écoles d'ingénieurs, on le voit bien, elles peinent à recruter, elles font des efforts, mais elles ont aussi leur passif, et il n'y en a pas une, je crois, qui a échappé effectivement à une histoire un peu triste par rapport à des jeunes femmes voilà, qui sont onboardées dans des promos. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, puisqu'il est question aussi de la vitalité de notre économie, en France, on diplôme à peu près 34 000 ingénieurs par an. 24% sont des femmes. C'est bien inférieur à la moyenne mondiale. C'est intéressant de le regarder aussi par rapport aux pays européens et à tous les pays. Donc, c'est un vrai sujet. Je parlais de cette double transition. Comment on veut effectivement être, je dirais, comment participer et être acteur de cette double transition sans aller chercher les talents là où ils sont. Et donc, c'est un des principaux sujets, c'est les femmes. Les femmes sont absentes de la 4e révolution industrielle, et c'est hyper important de sensibiliser les jeunes femmes. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on ne fait pas ce travail? Non, on le fait, les associations le font, mais il faut vraiment, je pense que ça vienne également de l'éducation nationale, qu'il y ait des programmes, que les programmes de mathématiques soient peut-être aussi revus. Les maths sont devenus très élitistes depuis la réforme Blanquer, et donc c'est important. Les filles sont moins nombreuses à faire des maths depuis maintenant 4-5 ans, ce qui vient impacter le marché de l'emploi, du travail, ce qui les impacte elles aussi dans le choix des études qu'elles peuvent faire après. Vous êtes arrivé comment dans ce secteur de la tech, Angélique Gérard? Le hasard. C'est-à-dire un pur hasard. D'une part, j'ai démarré ma carrière chez l'opérateur historique, qu'on appelait France Télécom à l'époque. Ça ne me rajeunit pas beaucoup, mais c'est le cas. Et j'avais un ami qui était un ami de Xavignel, premier salarié de Xavignel, et qui m'a embarqué en fait dans cette très belle aventure entrepreneuriale, technologique et humaine, qui est le groupe Iliad. Et alors, vous n'êtes pas resté salarié longtemps? Vous avez vous-même créé votre propre structure au sein de Free Iliad. Oui, alors c'est assez drôle, mais c'est un peu l'école Xavier. C'est assez original, ça. Parce qu'en fait, Xavier est quelqu'un qui laisse beaucoup d'autonomie. Donc, en fait, il mise sur vous. Et donc, il a, je trouve, ce talent de détecter des gens, de leur faire confiance. Donc, on vous remet le carnet de chèques de la boîte. Donc, évidemment, vous avez une pression sur les épaules parce que vous gérez ça comme si c'était la vôtre. Ah oui. Et même avec un poids plus important, même, je dirais. Donc, j'ai créé 9 filiales au sein du groupe, donc ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. J'ai accompagné 7000 collaborateurs. Et donc, voilà, une aventure absolument passionnante. 24 ans, c'est ça? À 24 ans, oui. À 24 ans, donc vous entrez dans ce monde très masculin. C'est 92 hommes, c'est ça qui se retrouvent à vos côtés pour avancer sur le sujet du service après-vente dans les télécoms. C'était les premières recrues. Comment s'est passée cette première expérience alors? Très bien. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je veux bien croire que je le suis devenue voilà, par la force des choses, la force du travail et ma force de caractère aussi. Mais la première année a été un peu difficile. Donc, et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil justement aux jeunes filles qui vont se retrouver peut-être dans un environnement pas très favorable au départ dans la tech? Merci de me poser la question parce qu'à la STEM Academy, sur les soft skills, on propose un module d'humour. Ah. Et donc moi, si on m'avait expliqué qu'avec de l'esprit, de l'humour, etc., on pouvait traiter des situations plus ou moins compliquées, eh bien, je pense que j'aurais été 10 fois plus vite. Donc, l'idée, c'est effectivement de les former, de leur apporter tous ces outils pour éviter tout simplement qu'elles puissent paraître hystériques ou qu'on puisse penser qu'elles ont leurs règles parce qu'elles réagissent mal à une remarque. Et donc, grâce à l'esprit et à l'humour, de pouvoir effectivement aller plus vite sans forcément, faire preuve d'agressivité, parce que parfois ça peut arriver quand on est un peu à bout, et donc de garder le contact avec ses interlocuteurs et continuer à avancer dans nos entreprises. C'est aussi notre responsabilité à nous les femmes, quand les choses n'avancent pas beaucoup en face, même si elles avancent, de faire en sorte que nous aussi on progresse sur ces aspects. Alors, STEM Academy, vous êtes encore au début de l'aventure. Vous attendez combien d'élèves? Je ne sais pas si je dois les appeler des élèves d'ailleurs. Oui, c'est des stagiaires, des élèves, donc des gens qui ont envie d'apprendre, pour qui effectivement le développement des compétences est important. On s'est pas fixé en fait d'objectifs sur la première année. Ça peut paraître curieux, mais en fait on a
une très grande confiance dans ce qu'on fait, dans la façon dont on le fait, parce qu'on le fait avec des outils et des méthodes qui sont peut-être un peu plus innovantes. En tous les cas, on essaye de se démarquer. Donc, on pense que ça va arriver très vite, en fait. Parce que le sujet pour vous, ça va être le dimensionnement de la plateforme technologique, vu qu'on est sur un enseignement 100% à distance. Ce qui n'est pas très compliqué. Vous avez un enjeu tech sur STEM Academy ? Non, même pas, parce que c'est pas forcément compliqué aujourd'hui. C'est grâce à la crise Covid-19 que, par ailleurs, tout est devenu plus simple, parce qu'il y a eu une accélération du numérique. Vous voyez, moi, j'ai mis pendant la crise Covid, l'enjeu de la plateforme était super important. On l'a vu du côté de l'éducation nationale. C'était hyper sensible. Mais vous voyez, moi, j'ai mis des milliers de personnes en télétravail en 24 heures. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Au contraire, c'est plutôt très excitant de se dire effectivement qu'on va pouvoir accueillir des milliers de personnes sur notre plateforme et pouvoir les former et les armer pour les métiers de demain. Angélique Gérard, est-ce que vous voulez bien finir avec moi sur l'interview Express ? Avec grand plaisir. Je vous pose des petites questions courtes. Vous pouvez répondre de manière aussi personnelle que vous le souhaitez ou professionnelle. C'est vous qui voyez. Premier sujet, vos rêves, Angélique. Moi, je suis une grande humaniste. Donc, je rêve de paix, d'un bien vivre ensemble. C'est utopique, mais je pense que si chacun y met du sien, on peut arriver à quelque chose. Ce sera jamais parfait. Mais c'est plutôt ça, mon rêve. Vos peurs? J'en ai pas beaucoup, en fait. C'est peut-être lié à mon histoire de vie. Je regarde toujours droit devant. Donc, finalement, une peur va devenir une force chez moi. Donc, j'en ai assez peu. Une interrogation? Une interrogation, non, c'est pareil, j'avance. Vous allez dire, allez, non, j'avance. Donc, pareil, tout ce qui peut m'interpeller, m'interroger, je vais le creuser, je vais le casser. Pour moi, c'est ça, c'est des pièces à casser pour trouver des solutions. Donc, j'ai un pragmatisme assez déconcertant, d'entrepreneur. Ouais. Votre idée fixe, est-ce que votre idée fixe, c'est justement cette question des femmes dans la tech ou plus généralement, c'est la transmission. Ouais. C'est ça mon idée fixe, c'est de transmettre. Je pense que moi j'ai un parcours très atypique. J'étais soutien de famille à 18 ans. Rien ne laissait penser que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait et que je vais faire encore. Et donc je pense que transmettre, c'est important. Le futur, vous l'imaginez comment ? Le futur, comment je l'imagine ? J'ai peut-être une interrogation, c'est comment on va nourrir à horizon 2050 11 milliards de personnes. Je publie un livre d'ailleurs au mois d'avril dont le titre est Une planète à rembourser. J'ai une fibre très agriculture qu'on me connaît assez peu. Donc j'espère que on va travailler sur cette transition environnementale. On va aider la planète à se porter mieux pour pouvoir assurer un futur à nos enfants, petits-enfants. C'est encore une fois de la transmission. Avec les femmes qui joueront un rôle important ? Mais je pense que la Terre est une terre nourricière et je pense que les femmes ont leur rôle. On le voit à la tête de nos industries depuis maintenant des décennies et des décennies, ce sont les hommes. Et je pense que plus de femmes, effectivement, dans nos entreprises, dans nos gouvernements, permettront également de pouvoir traiter ces sujets différemment. Donc la mixité est une richesse. On le sait, les équipes mixtes surperforment les non mixtes de 16%. C'est plus approuvé. Moi, je pense que la diversité, la mixité, c'est pas une obligation, c'est pas une bonne action, c'est pas non plus la charité. Au bout, c'est effectivement la performance. C'est très efficace et il faut que les entreprises aient des politiques volontaristes sur le sujet. Alors, comment vous voyez la prochaine révolution dans le domaine de l'éducation, puisque c'est le sujet clé finalement? Oui, alors c'est une très bonne question et je pense que alors est-ce que c'est une révolution, une évolution ? Je ne sais pas, mais ça doit bouger. Et donc, je pense que c'est important peut-être de refondre les programmes. Je pense que c'est important que toutes nos écoles puissent bénéficier d'équipements informatiques. Je ne vois pas comment il y a encore beaucoup de primaires, de collèges, de lycées qui ne sont pas équipés. Ouais. Encore une fois, vous le disiez, on l'a vu pendant la crise Covid. On s'est retrouvés démunis avec nos enfants à la maison. C'est pas que du matériel, c'est aussi du logiciel, des applications. Oui, c'est tout un travail, c'est des programmes pédagogiques adaptés à nos objectifs.
aux défis que nous avons effectivement apportés, que la future génération doit porter. Et donc, c'est important effectivement de les outiller du mieux. Et alors, dans 5 ans, vous vous voyez où, Angélique Gérard ? C'est marrant parce que c'est un truc que j'ai commencé, j'avais 20 ans, et quelqu'un m'avait donné un petit conseil en me disant « Écris ce que tu veux faire dans 5 ans, plie-le, mets-le dans ton portefeuille et tu le réouvres tous les ans, tous les 2 ans pour voir si tu tiens ton objectif. » Alors, c'est plus du tout quelque chose que je fais. Ouais. En fait, dans 5 ans... J'espère qu'on aura changé la vie de plein de gens au travers de la STEM Academy. Voilà, je vais continuer, je pense, à œuvrer sur ces sujets qui me passionnent et qui correspondent à mon ADN, à mes convictions. Merci beaucoup, Angélique Gérard, STEM Academy. Vous étiez notre invitée spéciale aujourd'hui pour cette journée de la femme, mais pas uniquement, parce que ça faisait longtemps qu'on souhaitait vous recevoir. On se retrouve juste après la pause. On va parler de l'industrie du jeu avec notre grand rendez-vous Game Business.